Merci beaucoup, Jacques. Alors évidemment, je rappelle que si on ne veut pas devenir des malades imaginaires ou des collabos, vous avez nos militants qui vous attendent au tournant avant de prendre la porte ce soir et pour faire un maximum de donations, de dons, d'abonnements à notre journal, de soutien, puisque sans tout cela, on ne peut rien faire, on n'existe pas. Alors je ne sais pas si il y a des questions qui vont fuser dès maintenant dans la salle, ou si je commence par les questions sur Internet. Monsieur, peut-être? Alors, tu pourrais faire circuler le micro, s'il te plaît, Yannick? Le monsieur qui est là-bas, en fait. Bien. Je salue l'intervention de M. Cheminade, qui, comme d'habitude, est extrêmement savant dans sa présentation comme dans le fond. Ouais. Je serai très bref. Je vais aborder une question qu'il n'a pas abordée, lui, directement. Du moins par des allusions qu'il a faites. C'est la question très actuelle du Front National. Le Front National en France. M. Cheminade n'a pas traité cette question-là particulièrement, mais sa conclusion est assez, j'allais dire, révélatrice de ce qu'on pourrait dire la droitisation, le processus de droitisation de ce pays qui n'est pas seulement d'aujourd'hui, qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui date du début des années 2000, avec l'arrivée du Front National, arrivée inattendue au deuxième tour des élections présidentielles, comme l'on se souvient, en 2002. Alors, question simple, je vais être très bref. Que pense l'organisation Solidarité et Progrès de la posture, je ne parle pas de l'idéologie, ni de la situation légale, partisane dans les institutions de la République française, du Front National, mais je parle de sa posture. Est-ce que Solidarité et Progrès considère qu'il convient de tolérer le Front National comme un parti politique légal comme les autres, ou bien faut-il le dissoudre? Merci. Alors, je dirais, il faut élargir le sujet. Je suis globalement d'accord avec Ziv Sternhell. C'est une interview qu'on m'a dit de donner pour les États-Unis. Sternhell dit « Les origines du fascisme sont en France ». Je suis d'accord. Elles sont au XIXe siècle et s'expriment dans le XXe, pas comme fascisme au sens du mot, mais comme le terreau qui lui a permis de se développer. Maurras, Charles Maurras, l'a exprimé, de toute façon, je n'avais jamais rencontré cette citation, je l'ai trouvée il y a quelques jours. Il dit « Le nationalisme, le socialisme purgé du cosmopolitisme et de l'universel convient au nationalisme, donc le socialisme convient au nationalisme, comme un gant convient à une belle main. » Et rappelez-vous, c'est Maurras qui, au moment de la défaite, en 1940, avait dit « c'est une divine surprise, ça permettra la révolution nationale ». Donc, vous avez toute cette façon de penser. Je crois que Maurice Barrès est encore plus exemplaire, parce qu'il est plus accepté, que Charles Maurras, avec sa conception organique de l'État, d'un État total, dans lequel il n'y a pas de place pour les gens qui sont différents. C'est-à-dire, ce n'est pas l'unité dans la diversité, c'est l'unité biologique d'un tout. Et il dira au moment de l'affaire Dreyfus, je ne suis pas étonné qu'il soit un traître, parce que c'était dans l'esprit de sa race. Donc, il y a toutes ces choses-là qui, et dans la
tête des Français, où il dira un autre, je ne me rappelle plus qui avait dit ça, que les Noirs étaient dépourvus de qualité intellectuelle, c'est pour ça que sexuellement, et en ce qui concerne la danse, ils étaient si doués. Donc, vous avez tout ça, tout ce fond, tout ce bruit de fond qui a existé en France, et les gens qui, pendant la guerre, avaient été pour certains résistants, comme Raymond Aron. On dit aujourd'hui que Raymond Aron avait raison contre Sartre. Moi, je crois que tous les deux avaient tort, mais bon. Que Raymond Aron avait raison contre Sartre. Raymond Aron, qui a été à Londres, donc, on ne peut pas dire que c'était un collabo, mais dans son esprit, il fallait refaire une unité en effaçant ce qui s'était passé avant 1940. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On reprend des gens qui, avant la guerre, avaient eu une conduite, disons, plus que douteuse, comme Bertrand de Jouvenel. Bertrand de Jouvenel avait interviewé Hitler en 1936, et les fameuses interviews d'Hitler, faisant l'éloge d'Hitler et l'assurant que ses idées allaient beaucoup intéresser les Français et qu'ils s'en occuperaient. Donc Bertrand de Jouvenel, après la guerre, est pris avec Raymond Aron dans le Congrès pour la liberté de la culture, organisé contre le communisme par la CIA et les services anglais, qui sont payés par eux avec les fonds de parité du plan Marshall. Donc, on détourne le plan Marshall de son objet pour ça. Donc il y a cette continuité entre une idéologie qui est une idéologie, disons, qui prend des formes hard, dures, avant la guerre, et douce après. Or, pensez au Front National aujourd'hui. Il y a le père qui, au moins, était conséquent dans sa façon de dire les choses et cohérent. Puis, il y a les autres qui font semblant de n'avoir pas vu ou d'avoir pas compris. Alors, j'ai été très intéressé par une émission dans laquelle, comme ces émissions, elles sont insupportables, mais il y avait Racheline, qui est donc le maire et sénateur maintenant de Fréjus. Et on disait à Racheline, mais maintenant vous vous insurgez contre les propos de Le Pen dans Rivarol, ça fait, vous avez adhéré au Front National à 15 ans, vous avez maintenant 28 ans, ça fait 13 ans que vous l'entendez, et c'est maintenant que vous vous réveillez. Alors il a dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Il a dit, oui, mais nous avons un grand respect pour celui qui a créé cette institution, c'est-à-dire Jean-Marie Le Pen. Donc, il a créé quelque chose auquel on adhère, ça devient grand, c'est intéressant d'y adhérer parce que c'est grand. Puis il a ajouté, mais depuis, les choses ont beaucoup changé, et nous sommes des jeunes qui nous adaptons à cette nouvelle situation dans le monde, et on s'est aperçu que le libéralisme était mauvais, le libéralisme financier était mauvais, et maintenant nous le combattons. Donc on passe d'un national-libéralisme à un national-populisme. Mais on reste dans cet esprit-là, et c'est l'esprit qui est derrière, qui est important, et les points révélateurs sont le rejet de l'autre, c'est-à-dire le rejet, d'une part, de l'immigration. Marine Le Pen est plus maligne, elle dit « je ne rejette pas les immigrés, je rejette l'immigration ». Donc, et la folie de prétendre qu'on peut passer de 200 000 immigrés à 10 000. C'est absolument impossible d'un point de vue économique. Et puis, qu'elle est pour la peine de mort. Alors Marion, qui est plus intelligente, dit « moi je suis chrétienne, je suis contre la peine de mort ». Mais chacun se positionne. Et on est dans cette logique de position. Alors je ne pense pas que le Front National, en cela, soit vraiment le problème. Le Front National, c'est quelque chose qui a été créé par un environnement. Et ça a été créé par un environnement de la droite comme de la gauche, qui n'ont pas fait une politique de l'intérêt national, qui n'ont pas fait une politique de l'intérêt du peuple, et qui n'ont pas fait une politique de l'intérêt du monde. Ils n'ont pas fait une politique pour définir un futur meilleur, dans lequel le vivre ensemble soit meilleur. Donc évidemment que le Front National, disant s'opposer à cela, a pu prospérer. Donc les autres ont créé le berceau et l'environnement dans lequel le Front National a prospéré. Mitterrand en a joué. Et maintenant, Hollande est en train d'en jouer. Parce que je ne sais pas si vous savez quel est le calcul de Hollande pour gagner les présidentielles. Et il ne faut pas le sous-estimer, c'est un homme intelligent. Il dit, voilà, d'une part, il y aura peut-être un peu de reprise, peut-être pas beaucoup, mais ça améliorera un petit peu les choses. Et à coup de subvention, 60% des Français ne sont pas si malheureux, les bobos vont continuer à voter pour moi. On étouffe une candidature écologiste, avec la complicité des communistes, on étouffe Mélenchon et on étouffe une candidature du Front de gauche, et on fait
avec le prétexte qu'on serait battu soit par Sarkozy, soit par Marine Le Pen, on fait une unité de la gauche, nouvelle mouture, en éventuellement changeant Valls par quelqu'un d'autre, pour le rendre compatible. Donc on fait ça. Et on pousse Dupont-Aignan pour prendre des voix à Sarkozy. On pousse Sarkozy pour qu'il soit l'ennemi, parce que c'est l'ennemi rêvé, Sarkozy. Et on espère que de cette façon, Marine Le Pen arrivera première, ça ils l'ont tous mis dans leur logiciel, comme ils disent aujourd'hui, ce mot insupportable, et lui serait second, passant devant Sarkozy. Ça, c'est le calcul. Donc si vous faites des gens qui font ce calcul, et de l'autre côté, Sarkozy devient plus ultra que le Front National. Parce que dans les cantines des municipalités ou à le Front National, on a gardé les menus de substitution. Sarkozy dit non, pas de menu de substitution, qui mange du cochon. Ben, pas de la brioche, hein, du cochon maintenant, parce qu'on disait Marie-Antoinette. Et d'une part, et d'autre part, pas de voile à l'université. Alors moi, personnellement, je trouve que le voile, pas manger de cochon, c'est absolument irrationnel, mais c'est le droit de personnes qui ne veulent pas le faire, d'avoir, s'ils ne gênent pas la vie publique, d'avoir leur façon d'être. Je suis contre, évidemment, le port du voile dans les lieux publics, parce qu'il y a une façon de vivre qui est différente. Mais les gens ici qui sont à la mosquée, qui s'habillent de façon différente dont on s'habille ici dans cette pièce, ben, ils ont parfaitement le droit de le faire. Ils vont à leur mosquée, ils font leurs choses, ils sont dans la rue. Et voilà, ce que je vois, c'est en quoi ils participent à l'esprit de ce pays. Et quelque part, jette une forme de défi qui est intéressante pour le vivre ensemble. La chose la plus drôle que j'ai jamais vue, c'était il y a 25 ans, c'est un tract du Front National disant restons chez nous, la France aux Français, chassons les immigrés qui nous prennent nos places, demain, réunion du Front National avec couscous. Bon, c'est la contradiction totale qu'on peut voir dans ce milieu-là. Alors la question, interdire le Front National, je pense que ça serait que le favoriser. Chaque fois qu'on a interdit des mouvements, et le Front National, il faut dire formellement au moins, respecte les principes des élections. Donc si on le prend à tricher dans le domaine de son financement, dans le domaine financier, qu'on y aille, c'est là qu'il faut le frapper. Mais je suis d'accord pour que d'autres partis aussi, qu'on voit d'un peu plus près comment ils se financent. Parce que c'est un scandale, le financement de la vie politique en France. Alors, le Front National a eu de l'argent en surestimant, en faisant surestimer certaines dépenses électorales. Avec cette surestimation, il a été remboursé par l'État, et la différence entre les dépenses réelles et la surestimation de l'État, on ne sait pas qui c'est allé, si au Front National ou à l'organisme de M. Chatillon. Donc là, oui, il faut les attraper sur des choses comme celle-là. Mais je suis partisan qu'on aille plus loin et qu'on voit le financement de la vie politique en France. Alors, j'en ai parlé lorsqu'il a reçu les 9 autres candidats au président de la République, ce qui montre l'ignorance totale et le manque d'attention au peuple. Je lui ai dit, je ne vous parlerai pas de l'argent noir de la République, excusez-moi, dire noir, c'est l'expression entendue d'habitude. Non, c'est une blague. Hein. Et en plus, je lui ai dit, je ne vous parlerai pas des 80 millions qu'on se répartit entre élus, les réserves parlementaires et du reste. Je ne vous parlerai pas de ça. Je vous parlerai simplement du financement officiel. Donc, si vous faites un don, comme vous pouvez le faire à Solidarité et Progrès, si vous faites un don à un parti politique, vous pouvez déduire les 2/3 de votre impôt sur le revenu dans la limite de 20% de ce que vous devez payer. C'est ce que vous devez payer. Hein. C'est bien ça. Ce n'est pas du montant de l'impôt sur le revenu, c'est que vous devez payer l'impôt sur le revenu. Alors, je dis, est-ce que vous voyez un problème, Monsieur le Président? Il dit, non, j'en vois aucun. Si vous n'êtes pas sans savoir, comme l'expression classique de ces gens-là, que 50% des gens les plus pauvres en France, ou les moins aisés, ne payent pas l'impôt sur le revenu. Et ceux-là, s'ils font un don à un parti politique, ben, ils n'y gagnent rien. Tandis que si vous avez un impôt élevé, vous pouvez déduire même les 7 500 € que vous avez versés à un parti. Et vous versez les 2/3. Vous déduisez les 2/3. N'est-ce pas un problème? Elle a dit, j'y avais pas pensé. C'est une histoire vraie. Hein. Il me dit, mais peut-être qu'il faudrait faire... et alors tout de suite, le mot technocratique est sorti, qu'il faudrait faire un... Ah, vous voyez, je bloque parce que il faudrait faire un crédit d'impôt.
Il a appelé ça le crédit d'impôt. Ce n'est pas vraiment un crédit d'impôt, c'est une déduction. Les gens qui n'ont pas d'argent devraient bénéficier autant que ceux qui en ont. Donc il faudrait faire un crédit d'impôt. Puis évidemment, il a dit, c'est une bonne idée, il l'a fait noter par quelqu'un, mais évidemment, il n'a rien fait du tout. Donc là est le vrai problème. Si on crée un milieu dans lequel on a prétendu faire une réforme bancaire, on a prétendu s'attaquer aux banques, j'ai la citation complète du discours du Bourget, qui va encore beaucoup plus loin qu'on ne l'a dit. Si on ne le fait pas, et si on fait même le contraire, il ne faut pas s'étonner que dans le sommeil de la raison, voilà, les monstres prospèrent. Donc c'est cela qui est, c'est ce sommeil de la raison, qui est, je pense, la raison politique et de la justice politique, qui est le vrai problème. Et aujourd'hui, si vous voyez de l'intérieur le Front National, ils ont réussi à créer une certaine solidarité de démunis en la retournant contre l'Europe et contre les immigrés, alors qu'au sommet, et ces gens-là vivent en buvant un peu de vin rouge et de mauvaises cochonnailles dans les réunions, et au sommet, la direction se goberge en buvant du champagne dans des restaurants bien agréables, plus agréables. Donc c'est ces choses-là qu'il faut dire, parce que si vous dites aux gens le Front National est raciste, vous ne les convainquez pas, vous ne les convainquez plus aujourd'hui. Peut-être il y a 20 ans ou 25 ans, c'était possible, mais ça apparaît presque quelque chose comme une arme naturelle que de refuser l'autre. Donc il faut recomposer une vie politique dans laquelle ces gens retrouvent un espoir et conçoivent quels sont leurs véritables ennemis et ceux qui les détruisent. C'est-à-dire, je dirais, les 4 grandes banques, les 40 sociétés du CAC 40, parce que la plupart ont des gens dans leur conseil d'administration qui viennent à 2 ou 3 de ces grandes banques et qui font 80% de leur chiffre d'affaires et 85% de leurs profits en dehors de la France, n'ont plus du tout un sens de l'intérêt français, ni de l'intérêt des peuples du monde d'ailleurs. C'est des gens qui appliquent la loi de Ricardo, on cherche là où il y a les plus bas salaires et on exploite, et on y va. Donc c'est ça qui est le véritable problème dans lequel on est et qu'on doit définir. Alors il y a beaucoup de gens pendant la présidentielle qui ont écouté ce que j'avais à dire sur ça, qui ont passé par-dessus la moustache Obama, la reine d'Angleterre, trafiquante de drogue, les petits bonshommes verts, tout ce qu'on a essayé de faire pour troubler les choses. Et ces gens-là, après la présidentielle, à ma grande surprise, et encore avant-hier, là où j'habite, ces gens-là, c'est arrivé avec quelqu'un, courent quand j'apparais, bon, je les laisse passer, je pense qu'ils sont pressés. Non, on veut vous serrer la main. Alors c'est très bien ce que vous avez fait, on a écouté, vous expliquez les choses. J'ai dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Ah ben. J'ai dit, mais est-ce que vous avez voté pour moi? Ah non, j'ai dû voter utile. Et là, c'est le problème. Et il faut détruire cette notion de vote utile, qui est un vote pour ce qui brille à un certain moment. Et on vote par ça parce qu'on ne veut pas mouiller soi-même la chemise. Et il faut mouiller la chemise pour un grand dessein et une grande idée qui doit être ce que la France doit défendre. Alors, la question, c'est que les gens devraient s'unir autour de ce dessein et de cette idée. Mais moi, après ce que je dis et la façon dont je le dis, les gens qui ont des responsabilités politiques disent « Ouh là là, c'est chaud, je ne veux pas toucher ». Donc voilà la réponse. Et il faut créer autour du Front National, je dirais, un environnement à la fois intellectuel, moral, économique et spirituel qui fait qu'il ne puisse plus constituer ce qui apparaît comme une force défendant les faibles contre les forts. C'est ce que les gens croient. Et Hollande a dit une chose terrible quand il a dit un tract de Marine Le Pen, c'est comme un tract du Parti communiste dans les années 70. Il a ajouté d'ailleurs avec la mention de l'immigration en moins, ce qui est faux, les communistes mentionnaient même l'immigration. Bon, ça c'est une autre affaire. Mais donc c'est faux, les communistes avaient un autre esprit. On peut critiquer le Parti communiste et critiquer bien ses aspects, ce que je ferai, mais on ne peut pas dire ça, et surtout quand on est président de la République et socialiste. C'est quand même assez étonnant ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, où les gens qui se réclament de Gaulle n'en ont probablement jamais vraiment lu et vécu une ligne, et les gens qui se réclament du socialisme font le jeu d'une politique de banque casino, même pas de banque. Je dis aux banquiers, c'est bien, d'être banquier, il en faut, mais pas une banque casino.
Elle est un peu longue la réponse, mais je crois que ça le mérite. Merci d'avoir posé. C'est la chef. Non, c'est vrai. Merci aussi pour votre intervention sur la Chine, parce qu'on a très peu d'infos concrètes sur ce que fait la Chine, de très intéressant. Pour le monde, j'ai moi-même une amie chinoise avec qui je discutais il y a 2 jours, qui vit en France depuis maintenant 6 ou 7 ans, et qui est sidérée quand elle regarde la télévision de ce qu'on dit de la Chine. Elle dit c'est n'importe quoi, et un aspect tout le temps négatif, qui n'est pas réaliste, en fait, qui est loin de la réalité. Donc merci pour ça. Revenir vaguement sur ce que disait ce monsieur, moi ce que je constate un peu, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, comme vous disiez, avec la citation de Maurras, qui est le socialiste reviendrait à un esprit national-socialiste, qui n'a plus rien à voir, en fait, finalement, qui est quelque chose de très limité, donc pour moi vraiment à l'opposé du socialisme. Ce qu'on voit très bien chez Jaurès dans le boulot que vous pouvez faire sur lui, et merci là-dessus aussi. Vous, à mon avis, enfin, c'est ce que j'en vois, vous êtes une des seules personnes, une des seules personnalités politiques à avoir un projet international, une vision de ce qui se passe dans l'international, et à pas discuter simplement des petites histoires des Français, des petits problèmes, parce que tout ça est forcément lié à l'international et à la finance aussi beaucoup. Est-ce que vous pensez que vous pourriez, comment dire, face à ces gens qui racolent au niveau de cet esprit un peu droitier, national-socialiste, comme on voit un petit peu, bon, c'est peut-être un peu dur, hein, le terme rappelle beaucoup les nazis, mais je le vois plus idéologiquement, comme on voit des gens comme Dupont-Aignan, comme Asselineau, qui est un petit nouveau, des gens comme ça qui parlent du Conseil national de la résistance, de Gaulle à tout bout de champ, qui, à mon sens, n'ont aucune vision de l'international, contrairement à vous, et qui jouent toujours sur cette fibre nationaliste, la France éternelle, machin, nanan, qui c'est fatigant, et puis surtout, il n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, moi, quand je discute beaucoup avec des militants comme ça, on en voit beaucoup sur Internet, hein, beaucoup. Ces gens-là n'ont aucune idée de ce que vous proposez, ils ne comprennent rien, ils ont plein de jugements de valeur sur ce que vous dites. Moi, quand je discute un peu avec eux, en général, je leur apprends des choses dont ils ne sont pas au courant parce qu'ils s'intéressent qu'aux histoires, la France, machin. Mais surtout, ils n'ont aucune vision au-delà de ça. Vous parlez souvent qu'il faut hisser un peu la vision des gens pour qu'on voit les choses de plus haut. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant, moi je travaille dans ce sens-là, hein, de mon côté, à dire à ces militants, écoutez, vous qui êtes militants dans d'autres mouvements, en discutant avec moi, vous voyez bien que vous avez une vision complètement erronée de ce que nous on propose à Solidarité Progrès. Et nous, on n'a pas on n'est pas dans des débats, comment dire, ras des pâquerettes, on n'est pas à reprendre des petits slogans comme le CNR ou je ne sais quoi. Moi, je dis, venez débattre avec nous, et si vos élites, comme des gens que j'ai pu citer, bon, je sais très bien qu'un mec comme Dupont-Aignan, qui passe beaucoup à la télé, ne le fera jamais, mais d'autres, comme chez Monsieur Asselineau, qui est très, très à la mode, très en vogue, chez des gens qui découvrent un peu, on dirait, l'histoire de France par Asselineau, ce qui est un peu navrant, mais bon, je leur dis, faites le boulot chez vous, allez voir vos élites, dites-leur, allez débattre. Moi, je sais, pour avoir essayé plein de fois, de m'être adressé à des bureaux, d'avoir été dans leurs réunions, que c'est toujours des grandes raisons. Jacques Cheminade est pro-américain, Jacques Cheminade ne veut pas sortir de l'euro, enfin, toutes sortes d'âneries qui sont très faciles en plus à démonter, hein. Il suffit de lire ce qu'ils écrivent sur Solidarité Progrès sur le site. On voit tout de suite, en lisant les liens et les articles qu'ils mettent, on lit les articles, on s'aperçoit que leur jugement de valeur est complètement débile. Il suffit de lire l'article. En plus, les articles qu'ils donnent ne servent même pas d'assise à leurs propos. Enfin bref, moi j'invite ces gens-là à dire, faites bouger vos élites. Vous êtes sûrs de l'honnêteté, de machin et tout. Venez, on parle. Vous parlez de CNR, de discuter. Il faut aussi des gens différents. On ne sera certainement pas d'accord sur tout, mais à un moment donné, on critique la finance, on s'inquiète de la montée du nazisme à l'est de l'Europe, on s'inquiète c'est sûr, du pouvoir supranational européen qui devient vraiment, qui est vraiment insupportable et qui nous mène à une catastrophe. Il y a quand même ou l'ultralibéralisme qui est vraiment très très mauvais. Il y a des choses sur lesquelles on est d'accord. Est-ce que vous seriez prêt à aller discuter avec ces gens-là face caméra, qu'à un moment donné, les gens déjà puissent entendre autre chose, comme ce que vous avez dit ce soir. Sur la Chine, à part vous, personne ne le dit.
À part, Donc la question, c'est est-ce que Jacques Cheminade serait prêt à aller à discuter avec ces gens-là? Voilà, donc est-ce que Jacques, monsieur est prêt, tu serais prêt à aller discuter avec ces gens-là? Vous êtes prêt à le faire avec lui? Ou d'autres d'ailleurs, mais lui, a priori, ce serait possible. Moi, j'ai des gens... Alors, j'ai dit à Bordeaux que oui, même avec Asselineau, qui est un Pasqua-boy. Mais s'il y a des gens qui, de bonne foi, pensent qu'il faut faire autre chose que l'Europe dans laquelle on est et la France qui s'est laissée entraîner là-dedans, oui, mais Asselineau ne voudra jamais, qui encore ne veut pas Dupont-Aignan, je pourrais vous dire ce qu'il m'avait dit et qui a beaucoup frappé quelqu'un. Je l'ai vu en 2007 quand il était à Hyères. Il m'a dit au deuxième tour, je voterai Sarkozy et je ferai savoir. Alors, je lui ai dit, mais pourquoi? Ben, comme ça, il ne m'enverra pas un candidat à Hyères et je pourrais être député. Alors voilà la façon dont ces gens-là pensent, par rapport à quels intérêts ils pensent. Alors, par rapport à ça, par rapport à l'attente qu'il y a de ce que nous faisons, et je veux vous encourager à militer de ce point de vue-là. On a rencontré d'abord, quand on était à Carmaux, une femme, quand on passait le film sur les épisodes Jaurès, qui est venue nous voir. Alors elle a dit, je ne sais pas, je vais peut-être trahir ce qu'elle a dit, le sait, il me corrigera, il était là-bas, moi pas. Elle a dit, moi vous savez qui je suis? C'est celle qui a dit à Hollande, vous ne parlez pas comme Jaurès. Alors, on lui a demandé, mais qu'est-ce qui... Et j'aime beaucoup ce que vous faites, parce que vous amenez le vrai Jaurès. Elle a dit, mais je ne veux pas m'occuper de politique. Elle a dit, mais pourquoi? Elle dit, parce que j'ai reçu des centaines de lettres et de messages d'encouragement, et c'est ce qui m'a semblé le pire. Et on a dit, pourquoi? Et elle a dit, parce que tous ces gens étaient prêts pour que je m'avance, mais eux n'étaient prêts à rien faire pour se battre pour cette cause-là, la cause d'être sincèrement attaché à une politique de justice sociale, disons-le pour simplifier les choses. Donc là, il y a quelqu'un qui s'appelle Quentin et qui pose cette question. Les rachats par des intérêts étrangers de nos entreprises dites stratégiques ne sont-ils pas contraires aux ambitions que vous portez pour notre émancipation sur les marchés internationaux et notre relation avec nos partenaires économiques? Alors, cette personne pense à Alstom, à Alcatel, et dans une moindre mesure à nos aéroports. Alors, quel rapport de force pouvons-nous entretenir avec eux si nous sommes dépouillés de nos atouts? C'est vrai pour Alstom. Pour Alstom, c'est scandaleux. On a confié le contrôle sur des pièces qui sont essentielles pour nos sous-marins nucléaires lanceurs d'attaque et nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Nos sous-marins nucléaires d'attaque, pardon, et nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, pour les deux, des pièces qui sont essentielles, les rubis. Donc on a confié ça à une puissance étrangère. General Electric. General Electric aura le contrôle de ça. Alors ce qui est drôle, c'est de voir qui s'est servi d'intermédiaire pour General Electric. C'est Madame Guémard, la fille du professeur Lejeune et la femme d'Hervé Guémard, qui est le principal conseiller d'Alain Juppé. Alors Alain Juppé et l'indépendance nationale, bon, passons. Donc, tout est un peu comme ça, parce qu'il y a eu très peu d'opposition à cette prise d'une partie d'Alstom. On garde le ferroviaire, mais on a perdu ce qui était sensible et ce qui était défense nationale. Alors, il y a des experts du renseignement qui l'ont dénoncé, hein, mais c'est resté là. C'est pas aller plus loin. Nokia, le contrôle de Nokia et d'Alcatel, la question, c'est la concentration du pouvoir dans le numérique et dans la téléphonie, hein, dans le monde entier. Donc, il y a une concentration du pouvoir qui est représentée au cœur par GAFA, Google, Amazon, Google, Apple, Facebook et Amazon, et autour de toutes les entreprises comme Oracle ou les autres, qui forment un pouvoir hors sol, qu'on a appelé le 7e continent, et auquel sont entièrement dévoués ou financent la City et Wall Street. Donc ils sont dans une relation incestueuse avec la City et Wall Street, qui opèrent sur les marchés financiers à la vitesse de la lumière grâce à ce que leur fournit le numérique. Et le président Obama a lui-même attaqué l'Europe pour pouvoir prendre des mesures protectionnistes contre Google. Et ils disent Google, Apple et compagnie, c'est le libre-échange qu'on doit respecter, la concurrence libre et non faussée. Alors même un Stéphane Richard d'Orange a dit mais ça, c'est un retour de l'impérialisme et du colonialisme américain. C'est pas un retour.
ça a été permanent. Et ce n'est pas américain, c'est quelque chose qui est plus qu'américain, qui est sur le sol américain, mais qui est mondial, qui n'a pas... On ne peut pas rendre des comptes aujourd'hui avec la composition du Sénat et du Congrès américain, du Sénat et de la Chambre des représentants américains, on ne peut pas trouver quelqu'un qui rende des comptes. Ils n'ont pas le pouvoir. La perte du pouvoir. Hollande a pratiquement perdu une partie du pouvoir. C'est lamentable de le voir dans sa conférence de presse dire « la France ne peut pas tout, je ne peux pas tout, il faut que le monde fasse quelque chose ». Enfin, vous imaginez un homme de caractère, disons dans les années 50, 60, disant ça. Alors on dira « le monde a changé », comme disaient les militants du Front National. Les couleurs du fascisme ont changé, mais il est devenu mou. Mais non, c'est pas vrai. Il est devenu plus insidieux. Et ce qui est terrible en France, c'est de voir que les différents partis s'occupent d'occuper des positions dans le berceau national. Et moi, quand j'étais en Auvergne, j'appelais ça le kamafouchtra politique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les positions et pas les idées. Et ce qu'il faut, c'est que vous réfléchissiez et qu'à votre tour, vous soyez capable de défendre ces idées devant quelqu'un d'autre. C'est ça, un parti politique. C'est des idées qui circulent, qui changent, qui se modifient, peut-être qui mutent, mais qui circulent et que les gens s'éveillent et pensent. Aujourd'hui, il faut provoquer les gens à penser. C'est ce que j'essaye de faire tout le temps. Attendez. Merci. C'est pour mes pauvres oreilles. Ouais. À ce sujet, est-ce qu'on n'assiste pas à un bouleversement total de la puissance? Bon, d'un côté, les médias contrôlent toute notre manière de penser. Chaque fois qu'on a voulu remonter l'Occident contre le monde musulman, on a mis en valeur des points en disant « regardez ce qu'ils nous font » et de l'autre côté, les médias arabes ont dit « regardez ce que les Occidentaux nous font ». Donc on est hyper contrôlé par les médias. Et on ne peut rien y faire. C'est un peu comme la lutte contre les banques. Ils ont atteint un tel pouvoir qu'on est un peu impuissant. Donc c'est une vraie révolution qu'il faut faire. Mais oui, qui est prêt à faire cette... Enfin, quel est votre point de vue là-dessus? Mais les médias ne contrôlent pas l'opinion sur tel ou tel point. Essentiellement, ils contrôlent l'environnement de la culture. C'est-à-dire qu'ils détruisent l'idée qu'on puisse coopérer et faire des choses ensemble pour améliorer les choses. Nécessairement, les chrétiens sont victimes des musulmans, les chiites se battront toujours contre les sunnites, etc., etc. Donc ils donnent cette idée que le monde est défini par la guerre de tous contre tous et que c'est, dans ce sens, la cupidité et le désir d'avoir qui définit les êtres humains. Et je discutais de ça avec un des imams les plus connus de France, et c'était terrible, parce que je lui parlais des BRICS, et lui disais oui, mais les Chinois, c'est cyclique, les Chinois vont vouloir à leur tour prendre la puissance, et l'Empire chinois substituera à l'Empire américain. Alors je lui dis, mais peut-être pas, peut-être que si nous faisons ce qu'il faut, les Chinois, d'après ce qu'ils disent, il faut les prendre au mot, et de voir comment on peut créer un monde qui soit différent. Et si on le fait, si les Chinois essayent de prendre le pouvoir, on va tout le droit vers une guerre, si c'est le pouvoir au sens géopolitique. Les Américains sont prêts à la mener. Donc on peut le détourner que si on fait une politique de développement mutuel et d'intérêt commun. Ah, il m'a dit non, vous rêvez, c'est ce qui définit les êtres humains, c'est le désir de dominer les autres, et c'était un imam, enfin. Et écoutez, quand même, ce qui se passe en religion, c'est vrai que tous est catholique, contre le mariage pour tous, c'est abominable, c'est affreux. Richard Descoings meurt. Vous savez qui était Richard Descoings? Le directeur de Sciences Po, homosexuel, rien contre ça, hein, mais draguer ses élèves en étant à moitié sous dans les couloirs, ça oui, ça se fait pas. C'est pas très élégant, que ce soit des filles ou des garçons. Je ne sais pas s'il y a des gens de Sciences Po ici ou qui ont fait Sciences Po et qui ont vu Descoings. Donc Descoings meurt comme il est mort à New York, bon, et on l'enterre. Il y a le directeur, président-directeur général de la SNCF, qui, je l'ai appris, était son ami, pas de cœur, hein, de cœur et de corps. Pépi, qui était là, à l'église. Il y avait sa femme, par ailleurs il était marié, sa femme était sa complice à Sciences Po, où il avait fait une école de business et se fait payer 250 000 € par an.
c'est quand même gros. Donc le voilà qui se fait enterrer à l'église. Et à l'église, bon, ça encore, ça va, on doit accueillir les pêcheurs. Mais dans l'église, il y a 2 photos immenses de Descoings sur les 2 tours de Saint-Sulpice. Quand même, non. Moi, quand on me dira qu'on lutte contre le mariage pour tous, j'éclaterai d'un rire, mais alors, en disant votre histoire, c'est pas très catholique. Hein. En tout cas, pour Descoings, c'est pas le mariage pour tous, c'était le mariage tous azimuts, comme dirait De Gaulle. Donc c'est là qu'il n'y a pas d'exemple moral et que tout le monde fait avec. Ce que les Américains appellent to go along, to get along. C'est-à-dire accepter les choses pour pouvoir s'en trouver mieux ou bien. Et ça, c'est comme ça qu'on devient collabo d'un système. Et il faut que chacun s'interroge sur à partir de quel moment on devient collabo, et pourquoi et comment. La première activité qui fait devenir collabo, c'est de regarder de trop près son nombril. Je dois dire, c'est le début. C'était Maurice Barrès, le culte du moi. Ça a commencé par le culte du moi, puis c'était la terre et les morts, et puis c'était l'état organique. Non, parce que Maurice Barrès ne représente pas la France. Ils ont représenté tous, alors quelque chose que je ne leur pardonnerai jamais, c'est le kidnapping de Jeanne d'Arc. Ils ont fait leur Jeanne d'Arc et allaient demander la revanche contre l'Allemagne pour retrouver l'Alsace et la Lorraine. Et toutes les statues que vous voyez de Jeanne d'Arc, beaucoup, enfin pas toutes datent de cette époque, beaucoup sont inspirées par un esprit qui... Alors il y en a qui sont différentes, mais ils ont détourné cette histoire créatrice de notre histoire de France, où c'est quelqu'un qui, au nom de valeurs fondamentales, c'est au procès Dieu premier servi, qui, au nom de ça, est prêt à s'opposer à ce qu'elle appelle l'Église militante, les pouvoirs terrestres, à tout, parce qu'il y a un sens de la justice qui transcende tout. Et ça, c'est Jeanne d'Arc, mère de la nation, comme on l'a dit. Tout ça est violé par ces gens-là, et aujourd'hui encore, le Front National avec Jeanne d'Arc, avec Jeanne d'Arc, on deal Jeanne d'Arc. C'est vraiment d'abord ridicule, et ensuite, c'est, je trouve, insultant pour tout le monde. D'ailleurs, il y a une bande dessinée, mais je ne parlerai pas de ça, très drôle sur cette histoire-là, où on n'explique pas, où les professeurs sont incapables d'expliquer pourquoi Jeanne d'Arc avait une importance. Ils expliquent la forme, mais ils n'expliquent pas le fond. Et ça, il faut revenir aux sources originales. Ça, c'est très important. Relire les textes d'origine et voir quel débat avait lieu, pourquoi, comment. Et comment, peu à peu, il s'est créé une dictature insidieuse dans nos sociétés, du conformisme financier et culturel. Enfin, anticulturel, je dirais, mais... Dans le XXe siècle, pensez au sac du printemps de Stravinsky, dans le XXe siècle, tous les plus doués, les plus intelligents des gens qui avaient des talents créateurs ont vu qu'ils n'arrivaient pas à créer parce que l'auditoire ne s'y prêtait pas, parce qu'ils étaient incapables, ils n'étaient pas prêts à affronter les difficultés de ce qu'était une création. Donc ils se sont vengés en attaquant l'idée même de création et en prenant le plaisir de détruire. Et ils ont fait une culture de la destruction. Parce que justement, tu parlais de Jeanne d'Arc. Donc là, on a couvert dans le dernier journal en fait un texte d'une de nos collègues américaines sur ce qu'elle représente au niveau historique. Et en parlant des États-Unis, justement, il y a quelqu'un actuellement qui est en train de commencer à faire parler de lui, qui s'appelle O'Malley. Et donc, on a une question de Claire de Toulouse qui pose la question si O'Malley, qui pense concurrencer Hillary Clinton pour les primaires démocrates, a déjà donné son point de vue sur la question des BRICS. Mais de manière générale, est-ce que tu pourrais nous parler de cette personne et de ce qu'elle peut représenter en termes de résistance là-bas? C'est un démocrate, il est qualifié de démocrate progressiste, ce qu'il est. Sa culture n'est pas toujours parfaite, peu importe, mais son orientation générale, c'est une orientation de revenir aux sources rooseveltiennes, je dirais, du Parti démocrate. Il a été gouverneur du Maryland, il a été, je crois, maire de Baltimore et sénateur. Et tout le monde se moque de lui, enfin plus aujourd'hui, parce qu'il parcourt le pays, il laboure le pays.
Et on dit qu'il n'a aucune chance contre Hillary Clinton. Hillary Clinton, elle a Wall Street avec elle, on sait qu'elle a tout l'argent. Elle a dit qu'elle recueillerait 2,5 milliards dans l'élection, ce qui est effarant. Enfin, 2,5 milliards de dollars pour une présidentielle, c'est fou. Et elle, c'est exactement Hillary Clinton, la personne, parce que c'est quelqu'un d'intelligent, qui a accepté de mettre son intelligence au service d'une cause qu'elle sait injuste, parce qu'elle fait passer son goût du pouvoir avant la cause qu'elle sert. Et il y a eu toute l'histoire avec l'ambassadeur Stevens, tué à Benghazi, où on savait que ce n'était pas le film sur les caricatures de Mohamed qui avait provoqué la chose, qu'il y avait quelque chose d'arrangé et de prévu, qui était un assaut contre l'ambassade pour éliminer cet ambassadeur qui voulait s'opposer au transfert d'armes de Libye au Proche et Moyen-Orient. C'est un homme relativement honnête qui voulait empêcher ça. Et Hillary Clinton est allée voir Obama et lui a dit, voilà, il y a eu un assaut contre l'ambassade. Elle lui a dit non, c'est les caricatures de Mohamed. Ce film, ce petit film que certains d'entre vous ont pu voir, qu'on passait à l'époque, c'est un film complètement ridicule et idiot sur Mohamed. Alors, elle a dit non, c'est pas vrai. Si, il a dit, tu diras ça. Elle a dit, c'est ce film sur les caricatures qui a provoqué ça. Elle savait que c'était faux. Et à partir, quand vous faites des choses de cette nature, vous devenez un peu le docteur Faust. Hein. Vous avez fait un pacte avec le diable. Et c'est difficile de s'en sortir à ses propres yeux. Et O'Malley, donc, oui, il défend une politique maintenant au départ pour le Glass-Steagall, la séparation bancaire, et contre Wall Street. Il a dit que les banquiers devraient être jetés en prison. Ce que disait Galbraith, le fils de Galbraith aussi, qui est parmi ses conseillers. Et en même temps, O'Malley a dit que les BRICS sont une alternative dans laquelle les Américains doivent aller. Donc il fait une politique complètement différente de celle des autres candidats. Les pires aux États-Unis sont maintenant les républicains. C'est pour ça, les voyant tellement pires, Sarkozy a dit, c'est une bonne idée, je vais donner ce titre à l'UMP. Ça me plaît. C'est une demi-blague. Une question que j'ai vécue l'autre jour avec une personne dans la rue qui me disait, vous racontez, enfin, votre discours semble intéressant, vous avez des militants qui semblent honnêtes, mais dans les panneaux que vous mettez, il y a des choses qui me semblent complètement absurdes, du type « quittons l'Union européenne ». Et alors, il me suggérait, on pourrait dire, on va changer l'Union européenne en tout cas, ça vous disqualifie de dire quittons l'Union européenne et on ne voit plus la différence entre vous et le Front National. Alors, est-ce que... Il faut dire, madame... Comment on peut lui rétorquer quelque chose? Est-ce qu'il faut revenir à la source vraiment de ce qu'a été l'Union européenne? Madame, je pense que beaucoup de gens devraient faire de la politique, pas vous pour l'instant. Faites une cure d'abord de pensée, lisez des choses, on va vous proposer des livres, et ensuite lisez notre journal, et puis après on rediscutera avec vous. Parce que je peux dire aussi, je ne sais pas, que Obama représentait la classe ouvrière américaine et qu'il ne faut pas le critiquer parce que c'est un homme qui est un démocrate progressiste et que d'ailleurs tous ses discours sont merveilleux. Bon, vous pouvez dire n'importe quoi à partir d'un certain moment. Et je pense qu'il ne faut pas dire, il ne faut pas laisser les gens dire n'importe quoi. Il faut leur dire, vous dites n'importe quoi. Et on peut vous le dire, preuve en main. Est-ce que vous savez que le Front National est pour la peine de mort? C'est une très simple. Est-ce que vous êtes pour la peine de mort? Alors, on va dire peut-être, étant donné les bêtises que vous dites, on serait un peu tenté de devenir pour vis-à-vis de vous, mais quand même pas. Même là, non, quand même. Même vous, pas la peine de mort. Non, il faut faire des blagues comme ça pour mettre les gens hors de leurs préjugés. Il faut porter les gens. On est trop gentils, on est beaucoup trop gentils. C'est ce qu'ils appellent honnête. Ils appellent honnête qu'on est gentil. Il ne faut pas être gentil. Moi, je ne suis pas gentil du tout. Hein. Je vous préviens. Je fais semblant de temps en temps. Certains savent que je ne suis pas. Non, pas être gentil, c'est un devoir vis-à-vis de certaines choses. On ne peut pas se compromettre. On ne
pas être gentil avec le maréchal Pétain, avec le discours qu'il prononçait. Regardez Le Pen, quand il fait son éloge des pétainistes et de Pétain, qui pour lui n'est pas un traître, c'est ahurissant. On peut dire que Pétain n'était pas le pire des traîtres, qu'il y a eu pire que lui, ça c'est vrai. Mais c'est tout. Mais ce réchauffement sur l'Union européenne, ou sur la sortie de l'Union européenne, plus globalement? Mais non, l'Union européenne, la sortie de l'Union européenne, de l'OTAN, elle n'est pas pour la sortie de l'OTAN, d'abord, Marine Le Pen. Hein, elle l'a jamais dit. Asselineau, oui. Donc, mais c'est la même chose, l'Union européenne et l'OTAN. C'est écrit dans le traité de l'Union européenne que tous les membres de l'Union européenne qui font partie de l'OTAN en restent, font les choses entre eux, et que les autres, ils doivent s'accommoder de cette situation. C'est écrit de cette façon-là. Donc, d'abord, c'est une chose, c'est sortir d'un système, mais pas pour le repli national. Nous, on n'est pas pour le repli national. On est pour que la France donne l'exemple au monde. Et qu'elle donne l'exemple au monde en rassemblant autour d'elle ceux qui sont prêts à aller dans cette direction. Et qu'on a une politique vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Inde, vis-à-vis de l'Argentine, vis-à-vis de la Bolivie, vis-à-vis du Mexique, vis-à-vis en particulier de l'Équateur, dont Rafael Correa est un dirigeant remarquable, qu'on a une politique différente. Et qu'aux États-Unis, Lyndon LaRouche se bat pour l'esprit des pères fondateurs de Lincoln et de Roosevelt et de Kennedy. Et que le jour où vous trouvez quelqu'un du Front National qui vous dira ça, vous verrez qu'il vient de sortir du Front National. Non, il faut bien voir, il faut travailler davantage sur nos idées pour pouvoir répondre. On est décontenancé quand on n'a pas assez travaillé. J'ai une question similaire à celle d'Armel, qui va dans le même sens. C'est, même si j'ai une idée de la réponse, mais je pense qu'elle est incomplète, l'idée de la réponse. C'est comment on répond de manière générale lorsqu'on milite à des gens qui, plus ou moins honnêtement, ont peur de l'inconnu. Et en même temps, par exemple, sur la question de l'Union européenne et de l'euro, la plupart des gens, ou en tout cas un certain nombre de gens, concèdent que être dedans, c'est pas diriger. Ils n'aiment pas ça. Mais en sortir, c'est quelque chose pour eux d'inconnu. Et là, il y a une forme de rétractation, une forme de peur. Comment répondre à cette question de la peur de l'inconnu? Parce que la pire des choses, à mon sens, ça serait de vouloir dire non, on a un plan B derrière, tout est connu, tout est ficelé déjà d'avance. En fait, effectivement, il y a une part dans l'inconnu. Quelque part, quand on gouverne, je pense aussi on doit être capable de faire face à une réalité qui change et qui bouge. Ce n'est pas des formules qu'on a. Comment on répond à ça? Alors, je crois qu'on a associé à ce fait d'aller dans l'inconnu à l'irrationnel en France. D'où la tentation de beaucoup de Français pour Nietzsche, que je comprends dans le système cartésien établi qu'on a. Voilà. Tout le rationnel, on sort de la boîte et on se sent mieux. Et c'est très traduit dans la fameuse passage de Baudelaire, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Donc les gens pensent à un inconnu de cette façon, comme une chose irrationnelle qu'on oppose à un système rationnel, établi. Bon, le système établi n'est pas rationnel. Il conduit à la mort, tel qu'il est. Je vais essayer de vous le montrer pendant toute ma présentation. Donc il en faut un autre. Et l'autre, l'inconnu, on peut d'abord savoir que c'est le rejet d'un système connu qui vous tue. Et par-delà, c'est quelque chose qu'on sait que moralement il faut faire pour les autres et pour les générations futures. Et pour le faire, il faut trouver en soi-même des ressources qui soient de l'ordre de la création de quelque chose qui ne correspond pas aux données ou à l'extrapolation des données précédentes du présent ou du passé. Alors je vais vous citer un exemple qui est très très simple. C'est pour ça que tous ces gens sont contre la politique spatiale. Moi, ce qui m'a choqué, c'est pas que les journalistes soient moqués de ma politique spatiale, c'est que beaucoup de gens stupides aient avalé leurs petits bonshommes verts sans les digérer. Les gens, pourquoi ils ont peur d'une politique spatiale? Parce qu'ils se disent, oh là là, là c'est l'inconnu. Ouh là 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 là, c'est dangereux. Restons sur Terre et assurons-nous qu'un jour nous mourrons tous ensemble, faute de ressources. Ça c'est bon, ça c'est bien. Aller dans l'espace, c'est dangereux. Et en effet, ce que disait Krafft-Ericke, qui était le grand ami d'Elgazep-Larouche et qui était un des experts américains, allemands, qui était parti de Peenemünde et qui était devenu un expert américain de l'espace, il disait
il y a un impératif extraterrestre, parce que si on reste dans son berceau, ben, on reste un bébé. Donc c'est ce que disait Tsiolkovsky aussi dans l'école cosmique russe du début du XXe siècle. Donc il faut trouver ailleurs des ressources qui sont insuffisantes là où on est. Pas tout de suite, mais un jour, si la population continue à se développer. Sinon, on empêche la population de se développer, on fait une politique de dépopulation, et je dirais au mieux, il n'y a plus d'enfants pour nous remettre en cause, et c'est bien triste, et on reste comme on est, ou au pire, on devient comme le renard dans le poulailler, qui a la même liberté que les poules. Au début, il tue une poule pour manger, et après il prend goût à tuer, et il tue toutes les poules par plaisir. Donc c'est ce monde-là qui est un monde de ressources finies et qui est un monde limité. Et l'espace, c'est l'idée qu'on est obligé, face à une situation inconnue, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'y passe, on sera obligé de retrouver en soi des ressources qui nous permettent d'affronter quelque chose d'inconnu. Et si vous voulez un conseil, pour jamais aller dans l'inconnu, ne tombez surtout jamais amoureux. De rien. Même pas de votre chien et de votre chat. C'est risqué, hein? Ouh là là, tomber amoureux. Aïe, aïe, aïe. Votre narcissisme en prend un coup, généralement, ce qui est une excellente chose. Pour moi, en tout cas. Ah. Il y a un problème de... Ah. Alors là, c'est la technologie des années 80. Il faut attendre quelques secondes. Ah là 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 là. Toutes les contributions à la fin de la table. Bonjour Monsieur Cheminade, merci de la conférence, c'est gentil. Et de l'invitation pour le coup de toute votre équipe. Et la question que je me posais en fait, c'est une question assez spéciale qui vient de m'arriver tout de suite dans la tête. Donc je la pose comme elle est venue. Pour le coup, est-ce que vous pensez que l'utopie politique en tant que telle est une voie de changement? Et quand je parle d'utopie, c'est une voie de changement. Quand je parle d'utopie, je ne parle pas de manière péjorative, utopique, mais utopie au sens idéaliste, on est d'accord. Parce que l'utopie, par définition, peut être quelque chose, idéaliser un monde ou idéaliser un changement. D'où le nom utopie, parce que l'idéal est difficile à atteindre, on est d'accord. Donc, est-ce que, selon vous, c'est une voie de changement possible au jour d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, sachant que on est tous connectés, on est tous dedans, quoi, jusqu'au cou, j'ai envie de dire, pour faire simple, parce qu'au final, au jour d'aujourd'hui, combattre ou changer voudrait se dire se couper les deux mains et se crever les yeux, simplement, de la façon dont je vois les choses. Parce que ça veut dire on ne regarde plus d'Internet, on ne regarde plus de tablettes, on combat tout un système dans lequel on est en plein. Voilà, donc est-ce que selon vous, c'est une voie utopiquement de changement, mais l'utopie au côté positif, hein, je dis bien, pas utopie, ça peut être mal interprété, mais dans la base utopique, c'est quelque chose, en tout cas l'écrivain qui en a parlé comme un idéal, en fait, en parlant de l'utopie. Merci. Alors, moi je suis tout à fait du côté d'Héraclite, qui disait on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, et surtout, il n'est de permanent que le changement. C'est-à-dire pour l'être humain, il prend conscience de ce qu'il est que par les changements et les transformations qui s'opèrent dans l'univers. Et l'univers change lui aussi, constamment. Donc si l'homme s'arrête de changer, il n'est plus en accord avec un univers qui change et se transforme. Donc un jour ou l'autre, cet univers, comme il le ferait aux écologistes s'ils étaient conséquents et étaient verts jusqu'au bout, cet univers se chargerait de lui botter les fesses et de le mettre hors de l'univers. Parce que vous ne seriez plus responsable de ce que vous faites. Beaucoup de gens croient, par exemple, que le nucléaire, c'est une invention faite par les êtres humains. Alors, c'est une découverte, mais ce n'est pas une invention. Ça existe dans la nature. Nous sommes tous plus ou moins radioactifs. C'est une question de mesure. C'est comme beaucoup de médicaments. À dose moyenne, c'est un très bon médicament. À dose très faible, malgré ce que disent certains, ça peut ne pas l'être ou ça ne l'est pas. Et à dose très forte, c'est un poison. Donc, tout est une question de mesure. Et dans cet univers, c'est d'être capable de prendre la mesure des choses en étant responsable de l'instrument de mesure. Et c'est là que c'est pensé pour un être humain. Et il peut se tromper,
Donc il doit faire des expériences, c'est la politique, et si ça ne marche pas, ben, il doit faire une expérience un peu différente et voir quelque chose d'autre qui pourra marcher avec une hypothèse différente. Donc l'être humain formule constamment des hypothèses. Même vous, dans votre vie privée, formulez constamment des hypothèses sur ce que vous ferez, ce que vous allez être. Est-ce que je vais me réveiller tôt demain matin, tard? Est-ce que j'irai au cinéma? Ou est-ce que je lirai un bon philosophe? Qu'est-ce que je ferai? Donc c'est cette formulation d'hypothèses qui nous définit. Maintenant, si on ne les accomplit pas dans l'univers matériel réel, on plane au-dessus et on devient tout à fait impuissant et inopérant. Donc c'est ce retour entre l'univers qui est donné, l'univers des sensations. L'univers des sensations, vous voyez des traces. Donc vous dites, qu'est-ce qu'il y a au-delà de ces traces? Quels sont les principes? Vous cherchez les principes. Et puis vous les appliquez. Penche, vous vous trompez, le principe vous rentre dans la gueule. Il faut recommencer. Ah, c'était un autre principe. Le voilà, c'est le bon. Donc vous en discutez avec d'autres. Et vous créez peu à peu un univers dans lequel la discussion, c'est sur la base de principes, ce qui opère ou pas, qui devrait être la même chose dans l'univers politique. Et qui devait être la même chose dans le domaine de l'art. On s'est habitué au XXe siècle à un art qui est un art d'impression, de choc, je dirais qu'aujourd'hui, le sommet, c'est l'art d'environnement. Vous créez avec des vidéos des environnements. Alors vous avez une chèvre, une machine à laver, un palmier et un lièvre qui se promènent empaillés. Première chose. Vous passez à un deuxième environnement où vous aurez un univers entièrement métallique de machines qui font grand bruit. Puis voilà un troisième environnement, vous aurez des ordinateurs et 3 chats qui jouent autour. Puis vous passez à un quatrième environnement où vous avez un lapin blanc sur un fond noir. Puis vous passez à un cinquième où vous n'aurez plus rien. Et vous avez passé d'environnement en environnement. Vous avez été manipulé par les environnements et vous sortez avec des impressions, bourrées d'impressions. C'est la même chose que vous fait un ordinateur. Hein. Avec l'ordinateur, si vous n'avez pas une idée sur ce que vous allez en faire, c'est l'ordinateur qui se joue de vous et vous rend binaire, vous rend un être à 2 dimensions. Et à ce moment-là, vous ne pensez plus, vous êtes bourré d'images qui vous manipulent. Et vous n'avez pas cette cohérence avec des lois d'un univers que vous devez maîtriser. Alors évidemment, la grande erreur de notre époque, on l'a écrit dans notre Constitution, c'est le principe de précaution. Bien sûr, quand on fait quelque chose, c'est jamais sûr. Hein. Vous pouvez tomber sur un os, toujours. Donc, quel est le vrai principe? C'est le principe de responsabilité. Vous êtes responsable de tout et de tous. C'est ça la politique. Et à un certain moment, si vous en êtes conscient, vous ne pouvez plus reculer. Vous devenez ce que Sartre, dans un jour probablement de réflexion sur lui-même, a appelé un salaud ordinaire. Pour des raisons de temps, je vais devoir passer moi-même à la dernière question, hein, en vous prenant la dernière. Et puis conclure avec cette question, parce que j'irai un petit peu dans le sens de ce que vous dites, mais encore un peu plus loin, en fait, avec une question de Michel, de Paris. Et alors, lui rebondit sur la question de la Banque asiatique des investissements dans les infrastructures, mais pour lui, c'est pas vraiment une banque, c'est beaucoup plus que ça. Enfin, et lui, il dit... est-ce qu'il ne serait pas temps de sortir du carcan de nos esprits qui n'osent s'exprimer que par des euphémismes, que par des petites touches, où on ne dit jamais vraiment les choses, et oublie de concevoir la beauté comme impératif maximal de la qualité de la vie? Et moi, j'ai envie de dire quelque part, est-ce que le moral et le beau, c'est pas quelque part un principe de gouvernement qui pourrait exister en tant que tel, quoi? Alors, j'étais avec quelqu'un sur lequel on discutait de Marie Stuart, de Schiller. C'est une pièce étonnante parce que c'est Marie Stuart, quelque chose qui n'est pas passé dans l'histoire, c'est Marie Stuart et la reine Élisabeth qui se rencontrent. Alors, la rencontre est terrible, c'est d'une violence et c'est 2 femmes qui sont dans l'enjeu du pouvoir. Très intéressant par rapport à l'époque et c'est très présent aujourd'hui. Des femmes qui s'élèvent à l'enjeu du pouvoir et qui essayent de se dominer l'une et l'autre. Il n'y a pas d'euphémisme là. C'est un monde terriblement dur. Et il y a Élisabeth donc, qui fera exécuter Marie Stuart. Et dans ce débat, elles appellent un chat un chat. C'est une violence extrême. Marie Stuart dit à Élisabeth, toi qui n'es une bâtarde, tu n'as pas le droit de parler. Et je te dis, je connais tes origines.
et l'autre lui dit « Toi, tu es une papiste et une traîtresse, si je t'élimine pas, l'Angleterre n'existera jamais ». Donc le débat est, disons, fort. L'intérêt, je pense, que montre Schiller à la fin, quand Marie Stuart est exécutée, et que cette femme, qui ne suscite pas au départ notre admiration, elle était 19 ans en prison, donc on a de la compassion pour elle, mais à la fin, elle se grandit. Et tout à coup, elle arrive à un sentiment qui doit inspirer le spectateur. Ce sont des pièces de Schiller où il le fait de la façon la plus subtile, je dirais. Elle atteint le niveau qui est celui du sublime, qui dépasse la beauté. Et le niveau du sublime, c'est devant quelque chose qui est insoutenable, qui est inouï. C'est de réussir à lui opposer une qualité humaine fondamentale qui est de relever le défi. Et à ce moment-là, l'amant d'Élisabeth, qui est tombée amoureuse d'elle, mais qui, voyant que ça lui a tiré des problèmes d'être avec elle, c'est Leicester, il voit que ça lui a tiré des problèmes, donc il la trahit, et il la laisse tomber. Et à ce moment-là, à la fin, leurs regards se croisent, et elle lui dit qu'elle le pardonne. Et c'est un moment extraordinaire dans la pièce, parce que c'est deux regards qui se croisent. Et il y a Talbot, qui sait que Marie Stuart n'est pas coupable de ce dont on l'accuse, qui a plaidé sa cause, mais qui n'a pas su auprès d'Élisabeth, parce qu'il est faible. Donc il n'a pas su, bien que détenant la vérité, il n'a pas su. Et à la fin, ce personnage qui ressemble quelque part à Posa, dans Carlo, c'est un homme qui a essayé, avec beaucoup de volonté, beaucoup d'honnêteté, là, quand on organise une femme, et qu'est-ce qui vous différencie du Front National. Il a fait beaucoup d'efforts. Et à la fin, il a échoué. Et il dit à la fin à Élisabeth, « J'ai échoué parce que je n'ai pas essayé de tirer de toi ce qui avait le meilleur en toi-même. » Et ça, je voulais finir sur ça, organiser politiquement, c'est penser au meilleur que vous pouvez tirer de quelqu'un et de penser, essayer de discerner là où il en est porteur et pourquoi. Et à ce moment-là, vous établissez une relation comme avec la personne que j'ai rencontrée ce midi, qui a dit, mais c'est ça, à certains moments, la beauté de relations entre deux êtres humains. C'est quand l'un et l'autre s'efforcent de tirer le meilleur de l'autre. Et ce qu'on appelait au moment de la paix de Westphalie l'avantage d'autrui. Et que c'est très intéressant, Tony Blair, en 1999, à Chicago, lui aussi, parce que c'est une ville qui semble porter en elle un mauvais sort à ceux qui s'y expriment. Non, c'est une blague. À Chicago, Tony Blair a dit, parlant dans l'entourage dans lequel allait sortir Obama, il a dit, le traité de Westphalie à l'avantage de l'autre, c'est fini. Comme Sapin, notre ministre, a dit à propos de Tsipras, il doit se rendre à la raison, il doit s'incliner, car la dissuasion du faible au fort, en politique comme en économie, ça ne réussit jamais. Pour moi, quelqu'un qui dit ça, il est hors jeu de l'humanité. Carton rouge. Voilà, et on a des gens qui se mettent hors jeu de l'humanité dans le monde politique. Alors les gens commencent à s'apercevoir. Mais il faut, c'est comme cette femme qu'on avait rencontrée, je voulais vous raconter l'histoire, puis je ne vais pas raconter, cette femme qu'on avait rencontrée, oui, je vous l'ai dit, l'histoire, qu'on avait rencontrée à Carmaux. Et cette femme, ce qui l'a fâchée, c'est que les autres ne fassent rien. Donc, il ne faut pas se fâcher quelque part. Oui, il faut être fâché, mais il faut surmonter sa colère et dire, mais après tout, les autres, ils ont peut-être quelque chose, quelque part de bon. Et je ne vais pas leur faire de longs discours, faire du blablabla, en disant bien ce qui s'est passé, ce que j'ai appris dans les livres, dans les textes de notre communiqué de chaque jour, leur répéter une leçon. Si vous faites ça, vous êtes foutus. Les gens aujourd'hui attendent, je dirais, une étincelle créatrice chez l'autre, qui ne peut devenir que de lui, mais qui doit être humble vis-à-vis d'un univers qui change et vis-à-vis d'idées. Et à ce moment-là, en être l'ambassadeur de cette idée et de ce changement. Et si vous êtes ça, les gens sont déjà à moitié convaincus, parce qu'ils voient quelque chose qui n'est pas du tout habituel dans leur environnement, mais qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent, devrait exister quelque part, et ils se disent peut-être que j'en suis porteur, peut-être que je pourrais y aller. Donc maintenant, cette soirée est finie, ou plutôt elle commence. Allez-y,
et faites le plus grand effort que vous pouvez de vous-même, parce qu'on est à un moment de l'histoire qui est vraiment un moment tragique, et comme dans tous les moments tragiques, il est tragicomique. Voilà. Donc merci. J'ai constaté que vous applaudissiez vous-même, vous applaudissiez ce que vous alliez faire.